À travers le monde, les images des camps de la mort allemands que le monde avait vus ne seraient pas non plus facilement oubliées. Ils arrivaient à Auschwitz dépouillés de tout. Mais une chose déterminait leur sort plus que tout autre, leur propre corps. La bureaucratie méticuleuse du camp ne voyait pas les prisonniers comme des personnes, mais comme des sujets expérimentaux, classés selon des objectifs de recherche spécifiques. Mais comment ce système horrible d'exploitation médicale a-t-il réellement commencé ? Ce documentaire retrace la transformation glaçante des camps de concentration en laboratoire pour la science raciale et les besoins militaires, révélant les structures organisationnelles précises et les idéologies qui ont rendu l'expérimentation à grande échelle non seulement possible, mais systématique. Le système qui allait permettre les atrocités médicales n'a pas commencé avec les médecins, mais avec la conception organisationnelle. Le prototype de Theodor Eicke à Dachau a établi un modèle reproductible pour tous les camps suivants, créant un cadre standardisé de contrôle. Cette structure fonctionnait à travers 5 divisions distinctes de la SS qui formaient une société autonome, avec ses propres règles et hiérarchies. Au cœur du système se trouvait le camp de détention préventive, administré par les Totenkopfverbände, les unités de la tête de mort. Ces gardiens assuraient une surveillance constante des prisonniers, imposant la discipline par un régime de terreur. Leur présence instaurait un environnement où la punition arbitraire devenait la norme, privant les détenus de toute attente de sécurité ou de dignité. Au sein de cette structure oppressive, la SS mit en place le système des capos, sélectionnant des prisonniers pour faire régner l'ordre parmi les leurs. Ces prisonniers fonctionnaires recevaient des rations et des privilèges légèrement supérieurs en échange de l'application de la discipline sous la supervision de la SS. Cela créait une hiérarchie brutale qui fragmentait la solidarité entre détenus et transférait une grande partie de la brutalité quotidienne aux prisonniers eux-mêmes. La routine du camp renforçait cette atmosphère de violence normalisée à travers des rituels méticuleusement appliqués. Les prisonniers enduraient des heures à rester au garde-à-vous lors des appels, quelles que soient les conditions météorologiques. Les travaux forcés épuisaient la force physique, tandis que le tourment psychologique, à travers des règles et des punitions arbitraires, entretenait une anxiété constante. Cette brutalité systématique visait à briser la volonté individuelle et toute résistance collective. En 1938, cette machine organisationnelle était pleinement développée et prête à être mise en œuvre dans l'ensemble du réseau de camps en expansion. L'efficacité bureaucratique atteinte à Dachau créa des conditions idéales pour transformer des êtres humains en simples données. Chaque aspect de l'administration du camp était axé sur la catégorisation, le suivi et le contrôle des populations de prisonniers. Ce cadre existait indépendamment de tout programme expérimental spécifique, n'attendant plus qu'une justification idéologique et une nécessité militaire pour activer son potentiel. La structure organisationnelle pouvait traiter les êtres humains comme une matière première, à n'importe quelle fin exigée par le régime. Ce système permettrait finalement à 3 catégories distinctes d'expérimentation médicale de fonctionner simultanément dans plusieurs camps, chacune s'appuyant sur la même base administrative pour les sujets, les installations et la sécurité. Le laboratoire avait besoin de cette architecture bureaucratique précise avant que toute expérience puisse commencer. L'organisation de ces atrocités médicales suivait 3 axes distincts, chacun servant des maîtres et des motivations différentes au sein de la hiérarchie nazie. Cette catégorisation démontre que les expériences n'étaient pas des actes de cruauté aléatoires, mais un système délibéré avec des objectifs précis. Ce schéma révèle une approche calculée visant à exploiter la vie humaine à des fins idéologiques, militaires et personnelles. Le premier axe poursuivait sans relâche le programme d'hygiène raciale du régime. Ces expériences visaient à fournir une validation scientifique de la supériorité aryenne et à développer des méthodes pour éliminer les populations dites indésirables. Les études sur la stérilisation devinrent un axe principal, testant les rayons X, des procédures chirurgicales et divers médicaments sur des milliers de prisonniers. L'objectif était d'identifier une technique bon marché et à grande échelle qui pourrait être appliquée à des millions de personnes à leur insu. Parallèlement, la recherche génétique visait à isoler les marqueurs héréditaires des races que les nazis considéraient comme inférieures. Cet axe consomma le plus grand nombre de prisonniers tout en produisant le moins d'informations médicalement utiles. Le deuxième axe est né directement des exigences de la guerre en cours. Des expériences financées par les différentes branches de l'armée allemande étaient conçues pour résoudre des problèmes sur le champ de bataille et protéger la santé des soldats. La Luftwaffe a parrainé des recherches sur l'hypothermie afin de comprendre
et de traiter les pilotes qui s'écrasaient dans des eaux froides. D'autres études testèrent des traitements contre le paludisme, le typhus et les blessures de combat telles que les lésions osseuses et musculaires. Ces expériences répondaient à de véritables défis médicaux en temps de guerre, mais leur méthodologie, utilisant des sujets non consentants, a invalidé toute valeur scientifique potentielle dès le départ. L'urgence de la guerre a créé à la fois la justification et l'impératif pour ces recherches brutales. Le troisième axe était motivé par l'ambition scientifique individuelle. Certains médecins ont utilisé le système des camps pour poursuivre des intérêts de recherche personnelle qui chevauchaient souvent les deux autres catégories. Leur travail se caractérisait par un profond mépris des limites éthiques, exploitant l'approvisionnement illimité en sujets humains pour des investigations guidées par la curiosité. Cette catégorie manquait de la coordination centralisée des autres, fonctionnant plutôt à l'initiative de médecins individuels qui voyaient les camps comme un laboratoire unique. Chaque axe bénéficiait de différentes sources de financement et de soutien institutionnel. Les expériences d'hygiène raciale trouvèrent leur légitimité à travers des lois eugénistes préexistantes et des liens avec des institutions académiques. Les études liées à la guerre recevaient un financement militaire direct et un accès prioritaire aux populations de prisonniers. La recherche menée individuellement fonctionnait avec des degrés variables d'approbation officielle, s'appuyant souvent sur des relations personnelles et le climat général de permissivité. La séparation de ces catégories clarifie la nature systématique des crimes. Comprendre que différents canaux bureaucratiques traitaient les demandes pour des expériences de stérilisation par rapport à celles sur l'hypothermie révèle une machine administrative capable de gérer plusieurs programmes simultanés d'exploitation humaine. Cette division du travail permettait aux spécialistes de la théorie raciale, de la médecine militaire et de la recherche fondamentale d'opérer dans leur propre domaine à l'abri de l'ampleur totale des atrocités. L'efficacité du système résidait dans sa capacité à compartimenter l'horreur en fonctions administratives gérables. L'idéologie de la pureté raciale exigeait une validation scientifique, et les camps fournissaient la matière humaine nécessaire à cette quête. Des médecins comme Karl Klauberg et Horst Schumann ont transformé les établissements médicaux en laboratoires de stérilisation de masse. Leurs recherches visaient à trouver des méthodes efficaces pour empêcher la reproduction parmi les populations jugées indésirables par le régime. Environ 700 femmes ont subi des procédures de stérilisation utilisant des rayons X ou l'injection de substances caustiques directement dans leur utérus, le tout sans anesthésie. Ces méthodes ont provoqué de graves infections, des blessures permanentes et de nombreux décès. Les femmes qui résistaient, ou étaient jugées inaptes à d'autres expérimentations, étaient souvent immédiatement transférées vers les chambres à gaz. D'autres techniques de stérilisation consistaient en des injections intraveineuses de solutions contenant de l'iode et du nitrate d'argent. Ces injections provoquaient de graves effets secondaires, notamment des saignements vaginaux, des douleurs abdominales et des cancers du col de l'utérus. Lorsque les sujets développaient un cancer, les médecins pratiquaient des vivisections, retirant chirurgicalement le col de l'utérus et l'utérus pour des analyses en laboratoire. La radiation par rayon X constituait une autre méthode de stérilisation de masse, les femmes recevant des expositions abdominales et les hommes subissant une irradiation prolongée des organes génitaux. Après ces expériences de radiation, les organes reproducteurs étaient excisés chirurgicalement sans anesthésie pour des études complémentaires. La recherche sur les jumeaux représentait l'autre versant de la science raciale, cherchant à prouver la supériorité génétique par des analyses comparatives. L'obsession de Joseph Mengele pour les jumeaux venait de sa conviction qu'ils détenaient la clé de la compréhension des traits héréditaires. Ces examens hebdomadaires comprenaient des mesures minutieuses des attributs physiques et aboutissaient souvent à des amputations inutiles de membres. Il infectait intentionnellement un jumeau avec des maladies comme le typhus, puis transfusait le sang du jumeau infecté à l'autre afin d'étudier les modes de transmission. De nombreux jumeaux mouraient au cours de ces procédures, après quoi leur corps était systématiquement disséqué. Mengele a étendu ses recherches aux prisonniers présentant des anomalies physiques, en particulier ceux atteints d'hétérochromie, c'est-à-dire ayant des yeux de couleurs différentes. Il retirait les yeux de ces sujets vivants et tentait de modifier la couleur des yeux par des injections chimiques. Ces échantillons oculaires étaient envoyés à l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, d'enseignement sur l'hérédité humaine et de génétique à Berlin, dirigé par le docteur Ottmar Freiherr von Verschuer. L'Institut conférait une légitimité académique à ces entreprises en recevant et en analysant des échantillons de tissus issus des expériences menées dans les camps.
Les revues médicales de l'époque publiaient des articles sur la science raciale, normalisant ainsi ces pratiques au sein de la communauté scientifique. Le vernis d'une enquête légitime masquait ce qui était en réalité un meurtre de masse au service d'objectifs idéologiques. Cet axe d'expérimentation a consommé plus de prisonniers que tout autre, tout en produisant les résultats médicaux les moins précieux. Les questions de recherche et les méthodes, bien qu'alignées sur la logique scientifique de l'époque, étaient mises en œuvre sans aucun égard pour la souffrance humaine ou les limites éthiques. La machine de l'hygiène raciale fonctionnait avec un détachement clinique, transformant les êtres humains en simples spécimens de laboratoire jetables au service d'une idéologie destructrice. Joseph Mengele incarnait la fusion catastrophique de l'idéologie raciale et de l'ambition scientifique personnelle. Son arrivée à Auschwitz en 1943 le plaça à la tête d'un système parfaitement adapté à son programme de recherche. Il exerçait une autorité absolue sur les rampes de sélection, triant personnellement les nouveaux arrivants des convois. D'un simple geste, il dirigeait les individus vers le travail forcé, les chambres à gaz ou ces blocs expérimentaux. Mengele maintenait un vernis de rigueur scientifique grâce à une documentation méticuleuse. Il procédait à des examens hebdomadaires de ses sujets, consignant des mesures détaillées de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, de la taille et d'autres caractéristiques physiques chez les paires de jumeaux. Ces relevés créaient l'illusion d'une enquête légitime, mais les procédures dépassaient rapidement l'observation. Les expériences passaient de simples mesures à des chirurgies invasives, y compris des amputations de membres sans justification médicale. Les médecins prisonniers se retrouvaient dans un dilemme éthique impossible, contraints d'assister Mengele dans ces procédures brutales pour assurer leur propre survie. Leur complicité était la condition pour survivre un jour de plus. Un choix brutal entre l'éthique professionnelle et la survie personnelle. Mengele exploitait ce travail forcé pour maintenir le rythme de ses recherches, brouillant la frontière entre soignants et complices. Ses intérêts de recherche s'étendaient bien au-delà des jumeaux, incluant les personnes atteintes de nanisme et celles présentant des anomalies physiques comme l'hétérochromie, c'est-à-dire des yeux de couleurs différentes. Il était particulièrement fasciné par l'origine et l'impact des maladies génétiques chez les jumeaux, cherchant à distinguer scientifiquement les traits héréditaires de ceux influencés par l'environnement. Sur les personnes atteintes d'hétérochromie, il menait des expériences oculaires grotesques, injectant des produits chimiques directement dans les yeux de sujets vivants, dans le but d'en changer la couleur. Il retirait ensuite ses yeux par chirurgie pour les envoyer comme spécimens à son mentor académique. Les méthodes de Mengele consistaient notamment à infecter intentionnellement un jumeau avec des maladies comme le typhus, puis à effectuer des transfusions sanguines entre les frères et sœurs pour étudier les schémas de transmission. De nombreux enfants mouraient au cours de ces procédures. Ceux qui survivaient aux premières expériences étaient souvent tués par la suite par des injections de chloroforme directement dans le cœur, après quoi leur corps était disséqué pour des analyses supplémentaires. La volonté de publier dans des revues académiques motivait cette collecte de données à grande échelle. Il envoyait des tissus et des rapports détaillés à l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie à Berlin, dirigé par le Dr Ottmar von Verschuer, cherchant à légitimer son travail au sein de la communauté scientifique plus large. Ces expériences sur les femmes enceintes consistaient à les infecter avec la typhoïde afin d'observer si la maladie se transmettait à leurs enfants à naître. Des expériences de stérilisation forcée utilisant des rayons X, des interventions chirurgicales et divers médicaments ont été menées sur des prisonniers juifs et roms. Le but explicite était de mettre au point une méthode de stérilisation adaptée à des millions de personnes, nécessitant un minimum de temps et d'efforts. La fabrique d'horreur de Mengele représentait la perversion ultime de la profession médicale, où le soignant devenait le bourreau et où la curiosité scientifique servait de justification à la torture. À mesure que la situation militaire de l'Allemagne se détériorait, les camps devinrent des terrains d'expérimentation pour la médecine de guerre. Le régime justifiait ces expériences comme étant nécessaires à la protection des soldats allemands, créant ainsi un vernis de finalité utilitariste. Cette catégorie de recherche s'attaquait aux problèmes pratiques immédiats auxquels étaient confrontés la Wehrmacht et la Luftwaffe sur de multiples fronts. De juillet 1942 à septembre 1943, des expériences menées au camp de concentration de Ravensbrück visaient à étudier l'efficacité des sulfamides, un agent antimicrobien synthétique. Les chercheurs infligèrent des blessures aux sujets et les infectaient avec des bactéries, notamment Streptococcus et Clostridium tetani. Pour simuler avec précision les conditions du champ de bataille, ils interrompaient la circulation sanguine vers les plaies.
Ils aggravaient encore les infections en introduisant de la sciure de bois et du verre pilé dans les blessures ouvertes. Les infections étaient ensuite traitées avec divers médicaments afin d'en évaluer l'efficacité, un processus qui causait d'immenses souffrances et entraînait fréquemment la mort. La Luftwaffe a commandité une série d'expériences spécifiquement conçues pour ses équipages, débutant au début de 1942 à Dachau. Des expériences en haute altitude utilisaient une chambre à basse pression pour simuler des conditions allant jusqu'à 68 000 pieds. Sur les 200 sujets impliqués, 80 sont morts sur le coup lors de ces tests. Dans un cas, documenté dans une lettre du 5 avril 1942, une victime de 37 ans a été asphyxiée pendant que des médecins observaient ses réactions. L'homme a commencé à convulser, a perdu connaissance et est mort 30 minutes après le début de la privation d'oxygène. Parallèlement, l'expérience sur l'hypothermie cherchait des réponses pour les pilotes s'écrasant dans des eaux froides ou les soldats combattant sur le front de l'Est. Des prisonniers étaient immergés dans de l'eau glacée pendant que les médecins enregistraient leurs réactions physiologiques au froid extrême. Les données visaient à développer des techniques efficaces de réchauffement. Ces études se caractérisaient par leur détachement clinique, les chercheurs se concentrant uniquement sur les données, tandis que les sujets souffraient et mouraient. D'environ février 1942 à avril 1945, des expériences sur le paludisme ont été menées sur plus de 1200 détenus à Dachau. Des prisonniers en bonne santé étaient enfermés dans des cages avec des moustiques porteurs du paludisme. Une fois qu'ils contractaient la maladie, ils étaient traités avec des médicaments de synthèse à des doses variables, souvent mortelles. Plus de la moitié des sujets sont morts à la suite de ces expériences. Dans une déclaration présentée lors du procès des médecins, le SS Obergruppenführer Oswald Pohl a qualifié les expériences sur le paludisme à Dachau de plus grande expérience, invoquant cela comme raison de sa protestation auprès de Heinrich Himmler concernant les demandes incessantes de nouveaux prisonniers. Ces études ne possèdent qu'une mince apparence de légitimité médicale car elles répondaient à de véritables problèmes militaires. Cependant, la méthodologie a invalidé toute valeur scientifique potentielle dès le départ. L'utilisation de sujets non consentants, mal nourris et traumatisés a produit des données peu fiables. La guerre a créé à la fois la justification et l'urgence perçue de ces études brutales, repoussant les limites de l'éthique au nom de la nécessité militaire. Les priorités de la recherche ont évolué en fonction des exigences de la guerre, mais l'exploitation impitoyable des sujets humains est restée constante. Les expériences sur l'hypothermie à Dachau ont fusionné nécessité militaire et cruauté méthodique sous la direction du médecin SS Sigmund Raeder. Son équipe soumettait les prisonniers à des conditions de congélation soigneusement contrôlées, les immergeant souvent dans de l'eau glacée pendant des heures, tout en enregistrant leurs réactions physiologiques. Ces études visaient à établir des seuils précis de température létale pour les pilotes de la Luftwaffe et les membres d'équipage de sous-marins qui pourraient être exposés à un froid extrême. La recherche cherchait des solutions pratiques pouvant sauver le personnel militaire allemand, tout en ignorant la souffrance des personnes utilisées comme sujet d'expérimentation. Les chercheurs tenaient des registres détaillés des baisses de température corporelle centrale, des variations du rythme cardiaque et des temps de survie dans différentes conditions. Ils testaient plusieurs techniques de réchauffement sur des sujets proches de la mort, notamment l'immersion dans de l'eau chaude, l'application de chaleur animale et même le contact corps à corps entre prisonniers. Chaque méthode était évaluée pour son efficacité à restaurer les fonctions corporelles normales, les chercheurs notant quelles approches semblaient les plus prometteuses pour une application sur le terrain. La collecte des données semblait rigoureuse, avec des mesures prises à intervalles réguliers jusqu'à ce que les sujets se rétablissent ou meurent. Les expériences prétendaient répondre à des besoins militaires urgents, notamment après que les forces allemandes eurent affronté un froid extrême sur le front de l'Est. Les responsables de la Luftwaffe cherchaient à mieux comprendre les effets de l'hypothermie sur les membres d'équipage abattus, tandis que les commandants de la marine voulaient des solutions pour les marins des U-boots piégés dans des eaux glacées. Cette justification militaire donnait une apparence de légitimité à la recherche, bien que la méthodologie violait les principes fondamentaux de l'éthique médicale. La souffrance infligée aux prisonniers était considérée comme un dommage collatéral acceptable pour potentiellement sauver des vies allemandes. L'analyse d'après-guerre menée par des experts médicaux a révélé des failles critiques tant dans la méthodologie que dans les données. Les prisonniers utilisés comme sujets étaient déjà mal nourris et physiquement affaiblis, ce qui rendait leur réaction à l'exposition au froid très différente
de celles du personnel militaire en bonne santé. Les mesures de température étaient souvent inexactes en raison d'un équipement inadéquat et de techniques d'enregistrement défaillantes. L'examen ultérieur des données a suggéré, dans certains cas, une probable falsification, avec des résultats contredisant les principes physiologiques établis. Au final, ces recherches n'ont fourni que très peu d'informations fiables pouvant bénéficier à la science médicale légitime. La froide précision de ces expériences reflétait l'efficacité bureaucratique du système des camps. Tout comme les bureaux administratifs géraient les transferts de prisonniers et la logistique des approvisionnements avec un professionnalisme détaché, les chercheurs médicaux considéraient la souffrance humaine comme un simple problème de collecte de données. La structure organisationnelle qui a permis le meurtre systématique a également facilité la torture systématique au nom de la science. Ces études ont démontré à quel point les limites éthiques pouvaient être facilement dépassées lorsque la nécessité militaire convergeait avec des ressources humaines illimitées et une surveillance minimale. La souffrance infligée lors de ces expériences a largement dépassé tout bénéfice médical potentiel, servant d'exemple frappant de la manière dont la recherche scientifique se corrompt lorsqu'elle est dissociée de toute contrainte morale. De la politique à la procédure, la couche suivante était administrative, la bureaucratie de la brutalité. La machine de l'expérimentation humaine nécessitait une documentation exhaustive circulant par les voies officielles. Les propositions de recherche soumises aux autorités SS comprenaient des demandes budgétaires détaillées pour le matériel et le personnel. Ces demandes précisaient le nombre exact de prisonniers nécessaires, la durée des études et la justification scientifique de chaque projet. Les demandes détaillées répertoriaient la verrerie de laboratoire, les anesthésiques, les barbituriques, les sutures, les tubes à rayons X et les pièces de rechange pour les dispositifs de stérilisation. La paperasserie transformait une cruauté abstraite en action administrative approuvée. Les services administratifs du camp géraient le soutien logistique de ces expériences. Ils traitaient les formulaires de demande pour les fournitures médicales, le matériel de laboratoire et les installations spécialisées. Le même bureau qui commandait les rations alimentaires autorisait également l'achat d'instruments chirurgicaux et de stupéfiants. Cette équivalence bureaucratique entre le fait de soutenir la vie et celui d'y mettre fin a banalisé l'atrocité. L'attribution des prisonniers obéissait à des protocoles stricts, avec des catégories spécifiques de détenus désignés pour différents programmes de recherche. Les commandants de camp détenaient l'approbation finale des protocoles expérimentaux menés dans leur domaine. Ils examinaient les propositions de recherche pour en évaluer les implications en matière de sécurité et les besoins en ressources. Leur autorisation fournissait le personnel SS nécessaire pour surveiller les blocs expérimentaux et transporter les sujets. La signature du commandant transformait le statut d'un prisonnier, de main-d'œuvre à sujet de recherche, une décision administrative aux conséquences mortelles. Le service politique s'occupait de la paperasse qui finalisait cette transformation. Il tenait à jour les dossiers permettant de suivre le statut et la catégorie de chaque prisonnier. Lorsqu'un chercheur demandait des types spécifiques de sujets, jumeaux, femmes enceintes, personnes présentant certains traits physiques, ce service identifiait les candidats potentiels parmi la population du camp. Leurs archives constituaient la trace écrite qui rendait possible l'expérimentation ciblée à une échelle industrielle. Les services médicaux faisaient le lien entre les médecins du camp et les institutions de recherche extérieures. Ils coordonnaient l'envoi d'échantillons de tissus et de données expérimentales vers les centres universitaires en Allemagne. La correspondance entre les médecins du camp et les chercheurs universitaires abordait les méthodologies et les résultats préliminaires dans un langage clinique. Cette collaboration donnait aux expériences une apparence de recherche scientifique légitime, masquant leur réalité violente. Des partenaires commerciaux s'inséraient également dans cette chaîne. Les archives d'Auschwitz conservent une correspondance de 5 lettres entre des chercheurs et la société Bayer, portant sur l'achat et la livraison de groupes de femmes pour des essais pharmaceutiques. D'autres lettres de Bayer demandaient des lots de prisonnières pour des expériences avec des composés spécifiques, les prix et la logistique de livraison étant négociés comme pour des fournitures ordinaires. Ces échanges montrent comment le langage de l'approvisionnement d'entreprises s'est appliqué à des vies humaines, traitant les victimes comme de simples stocks. Cette bureaucratie fonctionnait avec une efficacité routinière. Les bons de commande pour la verrerie de laboratoire étaient traités en même temps que les commandes de bonbonnes de gaz Zyklon B. La même machine administrative qui gérait l'infrastructure du camp facilitait aussi le meurtre de masse et l'expérimentation humaine. Le système considérait ces fonctions comme des tâches équivalentes, chacune nécessitant une documentation appropriée
et des circuits d'approbation. La banalité du mal se manifestait dans les registres, les notes de service et les bons de livraison. Les validations de factures pour les fournitures médicales côtoyaient les autorisations pour des procédures létales. Les calculs budgétaires pour les projets de recherche faisaient totalement abstraction du coût humain. Les archives qui ont survécu fournissent des preuves glaçantes de la façon dont des processus ordinaires ont permis des crimes extraordinaires, et elles révèlent comment, étape par étape, des personnes étaient préparées à être utilisées. La transformation systématique d'un être humain en sujet d'expérimentation commençait dès que les prisonniers descendaient des trains de transport. Le processus était conçu pour une efficacité maximale et un impact psychologique fort. Les prisonniers étaient immédiatement séparés de leurs effets personnels et de tout membre de leur famille restant. Cette séparation initiale marquait la première étape du démantèlement de leur identité et de leurs liens sociaux. Les procédures de déshabillage, de rasage et de désinfection servaient un double objectif, au-delà de la simple hygiène. L'élimination de tous les poils corporels et des vêtements personnels effaçait l'individualité ainsi que les symboles d'identité culturelle ou religieuse. Les produits chimiques agressifs utilisés pour la désinfection provoquaient des irritations cutanées et de l'inconfort, renforçant le sentiment d'impuissance des prisonniers. Ces rituels étaient calculés pour induire la honte et briser la résistance spirituelle, préparant les individus à leur nouveau statut d'unités anonymes au sein du système du camp. À Auschwitz, le tatouage de numéros d'identification sur les bras des prisonniers créait un identifiant bureaucratique permanent. Cette pratique remplaçait les noms par des chiffres, facilitant un suivi et une sélection précis. Le numéro devenait la référence principale dans les registres du camp, les dossiers médicaux et les journaux d'expérience. Ce système permettait aux administrateurs et aux chercheurs de gérer les prisonniers comme un inventaire, réduisant les êtres humains à de simples données numériques pour des raisons d'organisation. Le système de classification mis en place à l'arrivée déterminait la vulnérabilité de chaque prisonnier à des expériences spécifiques. Les médecins SS procédaient à des examens rapides qui classaient les individus selon l'âge, le sexe, l'état de santé et les caractéristiques physiques. Ces catégories étaient directement liées au programme de recherche mené dans le camp. La classification n'était pas aléatoire, mais suivait une logique délibérée qui associait les ressources humaines aux besoins expérimentaux. Les prisonniers juifs, en particulier les femmes, étaient disproportionnellement ciblés pour des expériences gynécologiques. Des médecins comme Karl Klauber demandaient spécifiquement des femmes juives pour ses recherches sur la stérilisation, reflétant l'idéologie raciale qui les considérait comme biologiquement indésirables. Ces femmes subissaient des procédures brutales sans anesthésie, leurs organes reproducteurs étant traités comme du matériel d'essai jetable pour le développement de techniques de stérilisation de masse. Leur souffrance était considérée comme accessoire par rapport à l'objectif plus large de purification raciale. Les jumeaux et les personnes présentant des anomalies physiques étaient immédiatement repérés pour les études génétiques de Joseph Mengele. Le processus de sélection de ces sujets était hautement systématique. Les gardiens et les prisonniers employés comme secrétaires étaient chargés d'identifier et de signaler tout jumeau arrivant lors des convois. Les personnes atteintes d'hétérochromie, de nanisme ou d'autres particularités étaient séparées du reste de la population et dirigées vers des blocs expérimentaux spéciaux. Leurs caractéristiques physiques uniques faisaient d'eux des spécimens précieux pour la recherche sur l'hérédité. Les prisonniers forts et en bonne santé pouvaient être temporairement réservés au travail forcé, mais ils constituaient également le principal vivier pour les expériences à visée militaire. Les études sur l'hypothermie et le paludisme nécessitaient des sujets physiquement robustes afin de produire des données exploitables. Ces prisonniers représentaient une ressource renouvelable pour tester les limites de l'endurance humaine dans des conditions de combat. Leur force physique faisait d'eux des sujets idéaux pour des expériences simulant les contraintes subies par les soldats allemands. L'ensemble du processus d'admission effaçait systématiquement l'identité individuelle afin de créer un matériau de recherche anonyme. La combinaison de la dégradation physique, de l'identification numérique et du tri catégoriel transformait les personnes en ressources de laboratoire jetables. Cette déshumanisation était essentielle pour les bourreaux, créant une distance psychologique qui leur permettait d'accomplir leurs tâches sans affronter les implications morales. Les médecins et employés prisonniers, travaillant dans les bureaux administratifs, manipulaient parfois les dossiers pour protéger d'éventuels sujets. Ils pouvaient, par exemple, classer à tort un jumeau comme enfant unique ou modifier des informations médicales pour faire paraître quelqu'un moins apte à l'expérimentation.
Ces actes de résistance comportaient un risque extrême, car leur découverte signifiait une punition immédiate ou la mort. La bureaucratie même conçue pour permettre l'atrocité contenait de petits points de sabotage de la part de ceux qui étaient mal forcés de la faire fonctionner. Cette machinerie complexe rendait possible, sur le plan logistique, des expérimentations ciblées à une échelle industrielle. Le système pouvait identifier, catégoriser et acheminer efficacement des types humains spécifiques vers divers programmes de recherche. La précision organisationnelle qui gérait ce flux de matière humaine reflétait la gestion des chaînes d'approvisionnement industrielles. Sans cette infrastructure bureaucratique, l'ampleur et la systématicité des expériences auraient été impossibles à maintenir. La transformation des personnes en données commençait par la paperasse et se terminait dans le laboratoire. Les médecins prisonniers étaient confrontés à un paysage éthique impossible, où l'éthique médicale entrait en collision avec les impératifs de survie. Ces médecins, souvent emprisonnés pour leurs propres convictions politiques ou leur origine juive, dirigeaient des infirmeries sous la stricte surveillance des SS. Leur position les plaçait précisément à l'intersection de la guérison et du préjudice, les obligeant à prendre chaque jour des décisions remettant en cause leur serment professionnel. Des figures comme Stéphane Budziaszek géraient les infirmeries du camp tout en marchant sur cette ligne ténue. Leur savoir médical leur offrait de meilleures chances de survie, mais les rendait aussi complices du système. Certains choisissaient de coopérer avec les expériences en échange de légères améliorations des conditions des prisonniers. Un médecin prisonnier pouvait accepter d'aider lors de prises de sang ou de tenir des registres, si cela permettait d'obtenir des pansements supplémentaires ou d'éviter la sélection de certains individus pour la mort. Cette coopération calculée engendrait des compromis moraux qui hanteraient les survivants bien après la libération. D'autres médecins prisonniers se livraient à un sabotage subtil des programmes de recherche. Ils falsifiaient les données expérimentales, étiquetaient mal les échantillons de tissus ou contaminaient volontairement les cultures. Un médecin pouvait noter de fausses températures lors des expériences sur l'hypothermie ou échanger les étiquettes d'identification sur des échantillons de sang. Ces actes exigeaient un timing précis et comportaient un risque extrême, car toute découverte signifiait une exécution immédiate. Le sabotage visait à saper la validité scientifique des expériences tout en évitant d'être détecté. Les expériences d'électroconvulsivothérapie à Auschwitz illustrent cette tension éthique avec une clarté particulière. Les médecins prisonniers reçurent l'ordre de construire l'équipement sous prétexte de fournir un traitement psychiatrique légitime. Ils assemblaient les appareils avec les matériaux disponibles, sachant que leurs compétences médicales étaient exploitées. Une fois opérationnel, ce même équipement fut utilisé par les SS à des fins expérimentales sur les prisonniers de Birkenau, appliquant des courants électriques pour étudier les réactions neuronales. Les médecins prisonniers qui avaient construit ces dispositifs devaient affronter le fait que leur travail technique rendait possible cette torture. Ce dilemme du double usage créait des zones grises que les professionnels de santé devaient naviguer au quotidien. Un médecin prisonnier pouvait administrer un placebo au lieu d'un médicament expérimental ou délibérément fausser les dosages. Certains prodiguaient de véritables soins médicaux au sujet d'expérimentation lorsque les gardes SS ne surveillaient pas, soignant des infections ou des blessures résultant des procédures. Ces petits actes de résistance apportaient un réconfort minime, mais représentaient une défiance morale dans un environnement conçu pour écraser la dignité humaine. Quelques médecins choisirent la résistance ouverte, malgré les conséquences quasi certaines. Ils pouvaient refuser de participer aux sélections ou protester ouvertement contre les protocoles expérimentaux. Cette confrontation directe entraînait généralement le transfert du médecin vers des travaux punitifs ou son exécution immédiate. Leur sacrifice mettait en lumière la pression extrême à laquelle étaient soumis ceux qui tentaient de maintenir des normes éthiques. Le serment du médecin de ne pas nuire se heurtait à la réalité brutale de l'existence dans les camps. Le savoir médical devenait à la fois un handicap et un outil potentiel pour une protection limitée. Les médecins prisonniers pesaient chaque décision en fonction de la possibilité de sauver des vies ou de mettre en danger leur propre survie. Leurs expériences révèlent à quel point les cadres éthiques sont mis à rude épreuve sous une contrainte extrême, et comment l'identité professionnelle devient à la fois un fardeau et un bouclier fragile dans des conditions inhumaines. Ces médecins exerçaient dans un espace où chaque action avait une portée morale, et où la survie elle-même exigeait une négociation constante avec la conscience.
Le programme d'expérimentation fonctionnait avec l'efficacité d'un réseau industriel distribué à travers l'ensemble du système des camps nazis. Chaque camp principal développait des fonctions de recherche spécialisées, créant une division du travail qui maximisait la production et minimisait les chevauchements logistiques. Cette répartition reflétait la nature compartimentée de la production de guerre allemande, où différentes usines fabriquaient des composants spécifiques pour une machine de guerre plus vaste. Le camp de concentration de Ravensbrück devint le principal centre de recherche chirurgicale et sur les traumatismes, se concentrant principalement sur les prisonnières. Sous la direction de Karl Gebhardt, Hertha Oberhäuser et d'autres médecins, le camp menait de brutales expériences sur la régénération des os, des muscles et des nerfs. Les médecins fracturaient délibérément des membres, sectionnaient des nerfs et infligeaient de graves blessures pour simuler des blessures de combat. Ils testaient ensuite des techniques chirurgicales et des traitements chimiques, introduisant souvent intentionnellement des bactéries comme le streptocoque et le tétanos pour étudier l'infection. Ces procédures provoquaient des handicaps permanents et la mort pour la majorité des sujets. La spécialisation du camp dans ce type de recherche en faisait une destination pour des prisonniers transférés d'autres camps spécifiquement pour ces expériences. Sachsenhausen servait de terrain d'essai pour les agents de guerre chimiques et l'équipement militaire. Les prisonniers étaient exposés au gaz moutarde et à d'autres armes chimiques afin d'étudier leurs effets sur la physiologie humaine. D'autres expériences testaient les limites de l'endurance humaine dans des conditions de combat simulées, notamment des marches forcées avec des chaussures inadéquates afin de développer un meilleur équipement pour les troupes allemandes. La recherche visait à fournir des avantages tactiques immédiats à la Wehrmacht, engagée sur plusieurs fronts. Le programme de recherche de Buchenwald était centré sur les maladies infectieuses et les tests pharmaceutiques. Les scientifiques du camp infectaient intentionnellement les prisonniers avec le typhus, la tuberculose et d'autres maladies contagieuses, afin d'évaluer des vaccins et traitements expérimentaux. La société pharmaceutique Behring-Werke collaborait étroitement avec les autorités du camp, utilisant les prisonniers comme sujets humains pour des essais d'efficacité de médicaments. Cette collaboration entre l'entreprise, le milieu universitaire et l'armée illustrait la frontière floue entre les différents secteurs de l'État nazi. Natzweiler-Struthof, en France occupée, était spécialisé dans les expériences menées sur des résistants capturés et des prisonniers politiques. Le camp menait des expériences particulièrement brutales avec le gaz moutarde, exposant les sujets à de fortes concentrations de cette arme chimique. Les chercheurs étudiaient l'évolution des symptômes et testaient divers antidotes, la plupart des sujets mourant dans d'atroces souffrances à cause de brûlures chimiques et d'insuffisances respiratoires. L'emplacement du camp le rendait accessible pour des expérimentations sur des prisonniers capturés dans les réseaux de résistance français. Ce réseau s'étendait au-delà du contrôle de la SS, pour inclure des partenaires industriels. Le conglomérat chimique IG Farben fournissait des financements et des objectifs de recherche pour diverses expériences, en particulier celles liées aux armes chimiques et aux produits pharmaceutiques. D'autres entreprises fournissaient du matériel et un soutien logistique, considérant le système des camps comme un laboratoire humain disponible à tout moment. Cette collaboration a créé un circuit de recherche sans faille, des conseils d'administration des entreprises jusqu'au baraquement des camps. Le système faisait preuve d'une efficacité logistique remarquable dans la gestion de ses ressources humaines. Les prisonniers étaient parfois transférés d'un camp à l'autre pour participer à des expériences spécifiques correspondant à leurs caractéristiques physiques ou à leur état de santé. Un jumeau pouvait être envoyé d'Auschwitz vers une autre installation pour des tests spécialisés, ou un prisonnier en bonne santé transféré à Dachau pour des expériences sur le paludisme. Cette mobilité garantissait que les sujets appropriés atteignaient les laboratoires adéquats. L'ensemble de l'opération reflétait les méthodes de production industrielle allemande. Tout comme les usines optimisaient les chaînes de montage pour un rendement maximal, le système des camps rationalisait le processus d'expérimentation humaine. Des procédures standardisées, une tenue de registre précise et des installations spécialisées ont créé une machine de recherche d'une efficacité terrifiante. L'ampleur de cette opération démontre que les atrocités n'étaient pas des incidents isolés, mais bien un programme coordonné exploitant l'ensemble du réseau des camps de concentration comme ressource expérimentale. La machine bureaucratique qui gérait les transferts de prisonniers et la logistique des camps servaient tout aussi bien à allouer des sujets humains à divers projets de recherche. L'existence de données issues des expériences nazies confronte la science médicale à un dilemme éthique persistant
qui demeure irrésolue des décennies plus tard. La question centrale est de savoir si des informations obtenues par de tels moyens brutaux devraient jamais être utilisées dans la recherche légitime ou si leur utilisation reviendrait implicitement à valider les méthodes qui les ont produites. Ce débat oblige à confronter les principes utilitaristes à des limites morales absolues. En 1990, le docteur Robert Berger a publié une analyse majeure dans le New England Journal of Medicine, examinant de manière critique les données sur l'hypothermie de Dachau. Son enquête a révélé des failles scientifiques fondamentales qui remettaient en cause la fiabilité des données. Berger a identifié des incohérences méthodologiques, des groupes témoins inadéquats et une probable falsification des résultats enregistrés. Sa conclusion était sans équivoque. La recherche n'était pas seulement monstrueuse sur le plan éthique, mais aussi scientifiquement invalide. L'étude a démontré que l'origine douteuse des données était à la hauteur de leur mauvaise qualité. Au-delà des questions de validité scientifique se trouve ce que certains éthiciens appellent des données entachées de sang. Même si certaines découvertes étaient techniquement exactes, soutiennent-ils, les moyens horribles par lesquels elles ont été obtenues créent une contamination éthique qui ne peut être effacée. Utiliser de telles informations représenterait une forme d'exploitation posthume des victimes, profitant de leur souffrance sans leur consentement. Cette position soutient que certaines connaissances ont un coût moral trop élevé pour être jamais utilisées, quels que soient les bénéfices potentiels. D'autres chercheurs prônent une approche plus utilitariste. Ils soutiennent que rejeter des informations potentiellement salvatrices constitue en soi une faute éthique. Si les données issues des expériences sur l'hypothermie pouvaient améliorer les taux de survie des victimes d'accidents ou du personnel militaire, affirme-t-il, refuser de les utiliser ne ferait qu'aggraver la tragédie initiale. Ses partisans suggèrent qu'utiliser ces données avec une contextualisation appropriée, en reconnaissant leur origine et en honorant les victimes, pourrait représenter une réponse plus adéquate qu'un rejet total. Ce débat reflète un conflit plus profond entre l'éthique fondée sur les conséquences et celle fondée sur les principes. Les utilitaristes se concentrent sur les résultats. Si l'utilisation de ces données permet de sauver des vies, alors ce bénéfice l'emporte sur les préoccupations éthiques liées à leur origine. Les déontologistes soutiennent que certaines actions sont intrinsèquement mauvaises, quels qu'en soient les résultats, et que l'utilisation de données obtenues de manière non éthique relève de cette catégorie. Il n'existe pas de consensus sur l'approche à privilégier dans ce cas précis. Les codes d'éthique de la recherche moderne ont en grande partie tranché cette question dans la pratique. Le Code de Nuremberg, la Déclaration d'Helsinki et les normes des comités d'éthique institutionnels interdisent généralement l'utilisation de données obtenues de manière non éthique. Ces directives établissent que les violations éthiques annulent toute valeur scientifique, traçant une limite claire contre l'utilisation de recherches menées sans consentement. Le consensus professionnel penche fortement en faveur d'un rejet fondé sur les principes, mais la persistance de ces données dans les archives et les publications constitue une tentation permanente. Les chercheurs tombent parfois sur des références à ces études dans la littérature ancienne, ou se retrouvent à s'appuyer sur des connaissances qui pourraient avoir des origines datant de l'ère nazie. Le dilemme persiste particulièrement dans des domaines comme la recherche sur l'hypothermie, où les expériences menées dans les camps représentaient certaines des premières études humaines systématiques. Cela crée une contamination persistante avec laquelle la science moderne doit encore composer. La question n'a pas de solution facile. Chaque position comporte des arguments convaincants et des inconvénients importants. Le débat permanent lui-même sert de rappel nécessaire des responsabilités éthiques de la médecine. L'existence de ces données oblige chaque génération de chercheurs à affronter des questions inconfortables sur les moyens et les fins, sur le progrès et les principes. Ce défi persistant représente l'un des héritages les plus complexes des crimes médicaux nazis, une ombre éthique permanente sur le progrès scientifique. Le procès des médecins à Nuremberg, officiellement intitulé « États-Unis d'Amérique contre Karl Brandt et Al Mau », s'est tenu de décembre 1946 à août 1947. Ce tribunal militaire a révélé au monde entier la nature systématique des crimes médicaux commis dans le système des camps de concentration. Pour la première fois, l'ampleur totale des expériences sur des sujets humains a été exposée devant un tribunal. 23 accusés ont été jugés pour des chefs d'accusation incluant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. L'accusation a présenté des preuves détaillant des protocoles expérimentaux précis.
allant des études sur l'hypothermie à Dachau aux expériences de stérilisation à Auschwitz. Les procès-verbaux du tribunal sont devenus un témoignage permanent des méthodologies et des résultats, documentant la souffrance précise infligée au nom de la science. Les témoignages des témoins ont décrit les processus de sélection, les procédures réalisées sans anesthésie et les conséquences fatales pour des milliers de prisonniers. Les jugements rendus le 20 août 1947 ont abouti à 7 condamnations à mort, 9 peines de prison de durée variable et 7 acquittements. Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler, ainsi que plusieurs autres hauts responsables médicaux, faisaient partie des condamnés à mort. Les peines reflétaient la tentative du tribunal d'attribuer des degrés de responsabilité, bien que les résultats aient été critiqués par certains comme étant trop cléments au regard de l'ampleur des atrocités. L'héritage le plus durable du procès ne fut pas les sanctions, mais la création du Code de Nuremberg. Cet ensemble de 10 principes a établi les bases de l'éthique moderne de la recherche. Le Code répondait directement aux abus documentés lors des audiences, exigeant que le consentement volontaire du sujet humain soit absolument essentiel. Il affirmait que les expériences devaient produire des résultats utiles pour le bien de la société, être fondées sur des tests préalables sur les animaux et éviter toute souffrance physique ou mentale inutile. Le Code établissait spécifiquement le droit du sujet de se retirer d'une expérience à tout moment. Il exigeait que le degré de risque ne dépasse jamais l'importance humanitaire du problème à résoudre, et que des préparatifs et des installations appropriées existent pour protéger le sujet. Ces principes constituaient une réprimande directe aux pratiques révélées lors du procès, où les prisonniers n'avaient aucune autonomie et étaient traités comme du matériel jetable. Pourtant, la justice n'a pas été rendue de façon complète. De nombreux responsables ont complètement échappé aux poursuites, évitant d'être capturés ou profitant des priorités changeantes de la guerre froide naissante. Le procès a établi un précédent juridique crucial. Le fait d'obéir aux ordres n'était pas une défense valable pour les professionnels de santé, soulignant leur devoir d'agir de manière éthique avant d'obéir à l'autorité. Ce principe allait ensuite influencer le droit international en matière d'éthique médicale et de droits de l'homme. Le Code de Nuremberg est devenu le cadre éthique qui régit la recherche biomédicale jusqu'à aujourd'hui. Ces principes ont été développés par la Déclaration d'Helsinki en 1964 et sont appliqués par des comités d'éthique dans les institutions de recherche du monde entier. Ce code constitue une réponse directe et permanente aux crimes révélés dans la salle d'audience. Le procès a obligé la profession médicale à affronter sa propre capacité à commettre des atrocités lorsqu'elle est détachée de toute contrainte morale. Il a établi une frontière claire entre la recherche scientifique légitime et l'exploitation des êtres humains. Une frontière tracée à partir de la souffrance des victimes des camps. Les audiences ont démontré que la responsabilité juridique pouvait engendrer des changements constructifs, transformant l'horreur en principe de protection pour les générations futures. La quête de justice pour les crimes médicaux commis dans les camps est restée profondément inachevée. De nombreuses figures clés responsables de la conception et de la mise en œuvre des programmes expérimentaux ont réussi à échapper à la capture et aux poursuites après la guerre. Leur capacité à disparaître a révélé les limites du règlement d'après-guerre et les priorités concurrentes qui ont permis aux auteurs d'échapper à la justice. La fuite de Joseph Mengele est devenue l'échec le plus symbolique de la justice. En utilisant des réseaux clandestins souvent appelés les « lignes de rats », il a fui l'Europe et s'est finalement installé en Amérique du Sud. Il a vécu pendant des décennies en Argentine, au Paraguay et au Brésil sous divers pseudonymes, dont Joseph Mengele et Wolfgang Gerhard. Malgré des mandats d'arrêt internationaux, il a échappé à la capture, aidé par des communautés sympathisantes et l'immensité de territoires non surveillés. Il est mort en 1979 par noyade, après avoir subi un accident vasculaire cérébral, alors qu'il nageait au large des côtes du Brésil. Sa mort a signifié qu'il n'a jamais eu à répondre de ses actes à Auschwitz devant un tribunal. Son mentor académique, Ottmar von Verschuer, qui avait reçu des échantillons de tissus et des rapports issus des expériences de Mengele, a poursuivi sa carrière en génétique avec des conséquences minimes. Après un bref processus de dénazification, il est devenu professeur à l'université de Münster, où il a dirigé l'Institut de génétique humaine jusqu'à sa retraite. La communauté scientifique au sens large a mis du temps à reconnaître sa propre complicité.
De nombreuses institutions universitaires et associations médicales professionnelles en Allemagne ont mis des décennies à affronter officiellement les rôles joués par leurs membres. Une culture du silence et le désir d'aller de l'avant ont permis à beaucoup de se réintégrer dans la société sans avoir à répondre de leurs actes passés. Le paysage géopolitique de la guerre froide naissante a encore compliqué la question de la responsabilité. Les agences de renseignement alliées, en particulier celles des États-Unis, ont activement recruté certains médecins nazis pour leurs connaissances spécialisées. Cela faisait partie d'un programme plus large, souvent appelé « Opération Paperclip », qui visait à obtenir un avantage scientifique sur l'Union soviétique. Les recherches menées pendant la guerre sur des sujets comme l'hyperthermie, les armes chimiques et la médecine aérospatiale étaient considérées comme stratégiquement précieuses, ce qui a conduit à des compromis éthiques privilégiant la sécurité nationale au détriment de la justice. Des programmes d'indemnisation pour les survivants des expériences ont été mis en place, mais se sont révélés profondément insuffisants. La procédure de demande était souvent labyrinthique, exigeant des documents impossibles à obtenir pour les survivants. Les montants accordés étaient minimes et ne reconnaissaient pas l'ampleur des traumatismes physiques et psychologiques infligés. Pour de nombreuses victimes, l'absence de réparation financière significative a aggravé la blessure morale de voir leur bourreau échapper à la punition. L'échec à obtenir une pleine responsabilité reflète une conjonction de facteurs. Le chaos de l'immédiat après-guerre, les impératifs stratégiques de la guerre froide et la résistance institutionnelle au sein des milieux médicaux et scientifiques. La liberté de Mengele pendant plus de 3 décennies est restée un rappel saisissant d'une justice retardée et finalement refusée. La quête de responsabilité ne s'est pas arrêtée avec les procès de Nuremberg. Elle se poursuit à travers le travail acharné des historiens, des journalistes et des organisations de défense des droits humains qui s'efforcent de documenter pleinement ces crimes. Les efforts de commémoration, comprenant musées, archives et programmes éducatifs, s'efforcent de faire en sorte que les victimes soient rappelées et que les leçons de ce sombre chapitre ne soient pas oubliées. Ce travail continu représente un effort persistant, bien que tardif, pour affronter une histoire que beaucoup étaient autrefois prêts à laisser derrière eux. Les atrocités commises dans les camps ont forcé la profession médicale à confronter ses fondements éthiques d'une manière qu'aucun événement antérieur n'avait suscité. Les comités d'éthique institutionnels, désormais obligatoires pour la recherche dans les universités et les hôpitaux du monde entier, existent en réponse directe à ces abus. Ces comités examinent attentivement les propositions de recherche afin de vérifier leur conformité éthique avant que toute étude puisse commencer. Leur autorité à approuver, modifier ou rejeter des projets constitue une barrière essentielle contre les expérimentations contraires à l'éthique. Les procédures de consentement éclairé répondent spécifiquement au profond déséquilibre de pouvoir mis en lumière dans les camps. Les protocoles modernes exigent que les participants reçoivent des informations complètes sur l'objectif, les procédures, les risques et les bénéfices d'une étude. Ils doivent accepter de participer volontairement, sans contrainte, et conserver le droit de se retirer à tout moment sans pénalité. Ces garanties assurent que les individus conservent leur autonomie sur leur propre corps, un principe totalement bafoué dans le système des camps. La documentation du consentement est soigneusement enregistrée et conservée. La déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, adoptée pour la première fois en 1964, a élargi et renforcé les principes établis à Nuremberg. Ce document international fournit des lignes directrices éthiques pour la recherche médicale impliquant des sujets humains. Elle souligne que le bien-être du sujet de recherche individuelle doit primer sur tous les autres intérêts. La déclaration a fait l'objet de multiples révisions afin de répondre aux défis éthiques évolutifs dans la recherche. La bioéthique a émergé en tant que domaine académique distinct, en partie en réponse à ces événements historiques. Les universités ont créé des départements dédiés à l'étude des implications éthiques de la pratique médicale et de la recherche. Cette discipline formelle a permis de créer des cadres d'analyse pour les questions morales complexes qui se posent dans les soins de santé et la recherche scientifique. Le domaine continue de développer de nouvelles approches pour concilier progrès scientifique et droits humains. Pourtant, des défis éthiques persistent concernant les populations vulnérables en médecine militaire. Les détenus, les patients en phase terminale et les communautés économiquement défavorisées restent exposés à l'exploitation. Le développement continu de techniques d'interrogatoire renforcées et de tests médicaux sur le champ de bataille engendre des dilemmes moraux permanents.
Ces situations exigent une vigilance constante afin d'éviter la répétition des abus du passé. L'histoire des expériences nazies demeure un avertissement permanent sur les dangers de dissocier la science de la morale. Elle montre à quel point les frontières éthiques peuvent être facilement érodées lorsque les êtres humains sont réduits à de simples outils.